Bienvenue dans Le Client, le podcast dédié aux innovateurs du service client. Je suis Marine Deck et ici, on transforme chaque interaction avec les clients en une réussite. Découvrez des stratégies audacieuses et des astuces pratiques adaptées à tous, des grandes entreprises aux startups dynamiques. Ce podcast est votre guide pour faire de votre expérience client un avantage compétitif. Abonnez-vous et embarquez pour un voyage inspirant au cœur de l'expérience client. Ces clés, ce sont celles de votre satisfaction client. Bienvenue dans la boîte à outils du client, votre accélérateur de croissance centré client. Un simple tour de clé vous donne accès à des ressources précieuses, des checklists pour améliorer l'expérience de vos clients, une compilation des meilleures pratiques tirées de nos épisodes de podcast et une formation complète pour augmenter votre chiffre d'affaires grâce à votre meilleur atout, vos clients. La boîte à outils du client, c'est votre passe-partout pour atteindre un niveau supérieur dans la gestion de vos relations clients. Cliquez sur le lien dans la description et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Amélie Anastasiades, directrice excellence client chez Aesio Mutuel. Bienvenue Amélie. Bonjour Marine et merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est Aesio Mutuel et quel est ton périmètre dans cette entreprise ? Oui, alors Aesio Mutuel, c'est en fait une entreprise assez récente puisque c'est la fusion de 3 mutuelles historiques qui étaient Adrea Mutuel, Apreva et Eovi MCD. Et Aesio Mutuel a en fait été créée en janvier 2021. Donc c'est une entreprise assez récente. Effectivement. Malgré cela, c'est quand même la 3e mutuelle. On est spécialiste de la santé-prévoyance. Aujourd'hui, on protège à peu près 2,7 millions d'adhérents. Okay. On compte 3500 collaborateurs. Alors, on ne protège pas uniquement en santé et prévoyance, on opère aussi sur de l'épargne retraite et aussi sur de l'assurance auto et habitation. Nos clients, ils sont multiples. On peut avoir des clients individuels, particuliers, mais aussi des clients issus du collectif, des professionnels indépendants. Alors, Aesio Mutuel est aussi intégré au sein du groupe AEMA. Donc AEMA, c'est Aesio, Massif, Abeille Assurance et Ophi Invest. Donc voilà, on est aussi au sein d'un gros groupe et on est particulièrement aussi challengé par la Massif sur tous les aspects clients. Ok, très bien. Alors assez nativement, finalement, les mutuelles, elles sont très orientées vers l'adhérent. Donc ça donne d'entrée de jeu une coloration à l'expérience client. Toutefois, notre enjeu avec la direction de l'excellence client, c'est d'aller encore plus loin et d'être moins dans une logique contractuelle, voire des fois administrative. Alors, la direction de l'excellence client, qui est le périmètre que je dirige aujourd'hui, c'est aussi une direction récente. Cette direction, elle a été créée en février 2022. Et à l'origine, elle s'appelait Direction Connaissance et Parcours Client, puisque son périmètre était un peu différent de ce qu'il est aujourd'hui. Donc le périmètre initial regroupait les équipes en charge de la voix du client et de la data client, les équipes en charge de l'expérience client digitale, les équipes en charge de la fidélisation et des programmes relationnels, et enfin les équipes en charge du traitement des réclamations de niveau 2. Donc ça, c'est le périmètre initiale de la direction Connaissance et Parcours Client qui a été créée en février 2022. Et puis, les choses ont évolué dans le temps. Et en décembre 2022, nous ont rejoint les équipes de la direction de la relation client pour créer cette direction Excellence Client. Donc aujourd'hui, la direction, elle compte 350 personnes qui sont mobilisées, voilà, pour faire bouger les lignes de l'expérience client et dont le quotidien est être au cœur de la satisfaction de nos adhérents. Ce qu'on cherche à construire tous ensemble au sein de cette direction, c'est une expérience client qui soit plus facilitatrice, encore plus prévenante qu'elle ne l'est, et qu'on prenne évidemment ce virage de l'omnicanal et qu'on continue à valoriser l'humain, qui est voilà une valeur fondatrice aussi de la mutualité. Totalement. Et alors Amélie, quelle est ta place, toi, finalement, historiquement, dans cette organisation et dans l'évolution de l'organisation ? Donc, ma place, ça a été de créer, en fait, cette direction Connaissance et Parcours Client. Donc, de la mettre en place. Ok. Voilà, d'en assurer la création. Et puis, maintenant, j'ai en charge toujours la direction de cette direction Excellence Client. Donc, toi, t'es arrivée chez Aesio en 2022 ?
Oui, exactement, oui. C'est peut-être D'accord. l'information que j'aurais dû préciser. Je Non, suis arrivée t'inquiète pas. effectivement en février 2022 pour créer cette direction connaissances et parcours client. Et Ok. ça correspondait à un moment important pour la mutuelle, qui était voilà de matérialiser concrètement cette orientation client en créant cette direction. Il y a beaucoup d'interlocuteurs, tu vois, qui me demandent quelle est la pertinence à créer officiellement une direction et quid de l'impact de le rattacher à tel ou tel niveau dans l'arborescence de l'organisation et tout. Mais effectivement, là, je trouve que tu l'illustres bien. Ça permet de matérialiser finalement l'orientation de l'entreprise. Tu me dis si t'es Exactement. d'accord. Pour moi, c'est vraiment un choix en cohérence, voilà, avec une ambition de l'entreprise qui était de prendre ce virage client un peu différemment que ce qui avait été fait jusqu'à présent. Ok, très clair. Et donc finalement, quand tu crées la direction Excellence Client, alors qui aujourd'hui du coup est nommée Excellence Client, vous en dégagez 4 piliers de travail. Est-ce que tu peux me parler de ces piliers? Exactement. Alors pour nous, c'était important de bien formaliser, de bien structurer notre approche et de construire cette vision client. Alors c'est un travail qu'on n'a pas fait tout seul. On aura sans doute l'occasion d'en reparler plus tard. Mais voilà, notre ambition, c'est aussi de bien embarquer toujours collectivement. Alors ces 4 piliers de travail sont les suivants. Le premier, c'est de travailler sur la fluidité de nos parcours clients. Donc, je t'ai parlé initialement de l'expérience client digitale. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est de lui donner une coloration un peu différente. Maintenant, on parle vraiment de parcours client omnicanaux. Ok. On le sait, nos clients, ils sont extrêmement exigeants. Ils veulent des choses simples, rapides, instantanées. Et donc, c'est ce qu'on cherche à travailler sur cet axe de travail, fluidité des parcours clients en omnicanal. Notre deuxième axe de travail, il est plus orienté autour de notre conseiller. Comment on va faire évoluer son champ d'action pour développer une qualité de la relation client encore plus satisfaisante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, très spontanément, nos adhérents, ils nous disent que nos conseillers sont très professionnels, ils sont très à l'écoute, ils cherchent des solutions, mais ils nous disent aussi qu'ils ont parfois beaucoup d'efforts à déployer pour savoir qui joindre et puis avoir vraiment leurs problèmes solutionnés complètement. Donc ça, on entend cette voix du client et ça nous pousse à réfléchir à l'évolution du rôle de notre conseiller. Notre troisième pilier de travail, c'est comment je cherche à réconcilier la qualité relationnelle, mais aussi l'efficacité transactionnelle. Donc là, je vais dire un mot qui parfois peut heurter sur mon marché, mais qui est celui du business. On a quand même un enjeu de business et comment je vais conquérir, mais surtout retenir nos adhérents. Et puis, notre dernier pilier de travail, c'est comment on remet bien la data client au cœur de nos processus de décision. Voilà, comment cette voix du client, eh bien, on va puiser dedans pour nous aider à être plus efficaces dans nos plans d'action. Et quand je parle de nos plans d'action, c'est pas seulement les nôtres, ceux de la direction de l'excellence client, mais c'est aussi surtout comment ça va aller nourrir des prises de décision au sein de l'ensemble de l'entreprise. Très clair. Et ces 4 piliers de travail, voilà, c'est ceux qui nous donnent notre cadre d'action. Et dès qu'on va penser des actions, on s'assure bien qu'ils sont dans ce cadre-là. On est assez structuré. Mais je vois que même ton approche et la façon dont tu l'expliques, c'est très structuré. Mais ce qui m'amène, comment est-ce que vous avez identifié ces 4 piliers de travail? Tu vois, si on rétropédale un petit peu. Si on rétropédale un petit peu, on a fait un exercice assez commun, qui est celui de brainstormer, voilà, avec les directions partenaires, avec aussi des équipes qui sont au contact de nos adhérents, parce que on détient pas nous la vérité, donc il faut aussi qu'on aille la puiser auprès des personnes dont le client est leur quotidien, leur réalité. Donc voilà, on a fait cet exercice de brainstorm et à l'issue de cet exercice, se dégageait assez naturellement des grands axes d'action. Et donc, on a décidé voilà, de les nommer et ensuite de ranger nos différentes actions dans ces axes de travail. Et pourquoi on est assez strict n'est pas le bon mot, mais pourquoi on aime bien ces axes de travail, c'est que ça nous permet après de raconter l'histoire. C'est toujours plus simple quand on sait raconter l'histoire de ce qu'on fait. Et puis, voilà, c'est une sorte aussi de garde-fou quelque part aussi, de voir si on s'écarte pas trop, parce que le risque dans nos métiers aussi, c'est souvent la dispersion.
Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on a beaucoup d'idées, beaucoup d'objectifs et que si on se disperse trop, eh ben on prend le risque finalement de rien livrer. Voilà, donc nous on veut éviter ça aussi Ok. à travers cette structure de l'approche. Oh, c'est intéressant comme point de vue. Très bien. Et alors, Amélie, est-ce que tu peux nous expliquer, pilier par pilier finalement, quel est le projet significatif mené sur le pilier? Alors, je sais qu'il y en a plusieurs, des projets à l'intérieur de chacun des piliers, mais si on devait en identifier un clé sur la fluidité des parcours clients en omnicanal, la digitalisation et la self-carisation finalement, qui est ton pilier numéro 1, quel est le projet que toi tu as identifié comme étant significatif? Alors, sur la partie fluidité des parcours clients, peut-être juste avant de parler d'un projet significatif, valoriser le fait à bien su prendre le virage du digital. Parce que souvent, on me dit, non, mais les mutuelles, c'est un peu plan-plan, vous n'êtes pas très digitalisé, vous êtes un peu en retard. Je voulais juste partager un chiffre clé qui me semble important. C'est celui du taux d'équipement de notre portefeuille d'adhérents en espace adhérent. Aujourd'hui, on a 45% de notre portefeuille qui est équipé d'un espace adhérent. Et pour nous, ça, c'est un très, très bon score. Donc voilà, je voulais le partager en amont, puisque voilà, nos clients sont même adeptes du digital et qu'on a su aussi donner une réalité au self-care. Et tu as une idée de quel était le chiffre il y a, je sais pas, 5 à 10 ans? Non, j'ai pas d'idée de ce qu'était le chiffre il y a 5 à 10 ans. En revanche, est-ce que l'espace adhérent existait il y a 10 ans? Oui. Je ne sais pas trop. Effectivement, donc on part du principe que c'est une belle progression. Okay. Donc là, nous, on est très fiers de ce score. Et donc, quand on sait qu'on a 45% de notre portefeuille qui est équipé en espace adhérent, on se dit que c'est un applicatif sur lequel il faut qu'on mise. Donc un des projets significatifs qu'on a réalisé, il est de deux ordres, le fond et la forme. Donc on a un projet de comment faire que nos fonctionnalités soient du vrai self-care, c'est-à-dire automatisé de bout en bout. Et donc on a travaillé cette année sur le changement d'adresse et le paiement en ligne. C'est-à-dire que là, le client, il est autonome, mais surtout, on va dire que toutes les coulisses, elles aussi, sont automatisées, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ok. Et donc ça, pour toi, c'est plutôt le fond. Voilà, c'est comment on enrichit les fonctionnalités qu'on propose à nos adhérents. Mais ça, c'est la partie front, on va dire, c'est-à-dire que le client, lui, il est autonome. Et la partie back, c'est-à-dire comment on a aussi délesté nos équipes de gestionnaires de gérer ces activités à faible valeur ajoutée, puisqu'elles sont traitées de façon automatique, de bout en bout. Okay. Et sur la forme, on opère une refonte graphique de tout notre espace adhérent en misant en plus sur ce que nos clients nous ont raconté. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir des projets déconnectés de la réalité de nos adhérents. Donc, on les a écoutés, on a fait des tests utilisateurs et là, la refonte graphique doit être livrée dans les jours qui viennent. Très bien. Et alors du coup, si je comprends bien, finalement, au début, sur l'identification des piliers et des axes, finalement, des grands axes de travail, vous êtes resté en interne avec finalement les informations que vous aviez pour identifier ces 4 piliers. Et après, quand il a fallu opérer des projets à l'intérieur de chacun des piliers, là, vous avez ouvert les vannes, j'ai envie de dire, et vous avez sollicité vos adhérents notamment. Oui, alors sur la partie axe de travail, on a quand même la donnée première pour les définir était quand même nos résultats de baromètre de satisfaction. D'accord, ça il y avait déjà. Oui. Ok. Oui. Ça, on s'est nourri de ça, bien évidemment. Et après, c'est un travail collectif qu'on a fait avec nos directions partenaires. Mais la donnée source était bien les données issues de nos baromètres. Ok, très clair. Donc effectivement, j'ai bien noté le fond et la forme sur ce chantier-là. Exactement. Bon, là, c'est un début. On a encore une roadmap bien conséquente, mais si je dois parler du réalisé, c'est ce qu'on a fait cette année. Très bien. Quelles sont les clés de succès selon toi de ce projet-là? Alors, les clés de succès, je pense, et ce sont des clés de succès communes, je pense à l'ensemble des projets qu'on mène, c'est déjà d'embarquer au-delà de notre direction. De travailler main dans la main avec une direction partenaire clé qui est celle de l'IT pour donner du sens aussi au développement. C'est pas tant de se dire on donne un cahier des charges et puis maintenant vous exécutez les développements. Nous, on n'a pas envie de travailler comme ça. On a envie que les personnes qui développent comprennent nos enjeux métiers.
Et est-ce que justement, tu as des clés sur comment est-ce qu'on peut mieux embarquer les équipes internes autour de soi et autour du projet que l'on mène, autour du projet transversal que l'on mène? Oui, alors il y a la technique un peu autoritaire de les forcer à venir aux réunions. Mais sinon, la technique là, qu'on est vraiment en train de développer aujourd'hui, c'est de faire des vies-ma-vie. Donc, on a accueilli à plusieurs reprises les équipes informatiques au sein de nos plateaux de relations clients, par exemple. Et ça, c'est un exercice qui marche très bien et qui est très apprécié parce que ça permet à l'IT de comprendre nos contraintes et inversement, à nos équipes opérationnelles de comprendre les contraintes de l'IT. Ça, on en fait de plus en plus, des vies-ma-vie de ce type-là. Et puis, tu peux m'expliquer un petit peu comment il se déroule, s'il te plaît? Alors, c'est pas très compliqué, hein, finalement, les équipes. Combien de temps ça dure, tu vois? Je crois que là, on les a fait sur une demi-journée. Les équipes de l'IT viennent sur nos plateaux. Elles se mettent à côté d'un conseiller. Elles écoutent ce que disent les clients et en parallèle observent les gestes métiers, l'utilisation des différents applicatifs, du CRM, de la base de connaissances, de nos SI de gestion, etc. Ok. Et est-ce qu'ils ont un rapport à émettre le soir ou est-ce qu'ils prennent des notes en même temps? Est-ce qu'il y a une sorte de rapport d'étonnement? Est-ce qu'on débriefe? Je pense qu'ils sont très, très attentifs. En tous les cas, oui, il y a des prises de notes et parfois ils nous demandent à revenir. Alors ça, c'est plutôt bon signe. Ok, donc ils viennent déjà en fait finalement dans une posture un peu de transformation en se disant j'y vais pour voir ce que moi de mon côté, enfin ils y vont pas en mode passif en disant oui bon on m'a forcé à venir, je vais regarder ce qu'ils font mais je m'en fous quoi. Non, pas du tout. D'abord c'est des personnes qui sont volontaires pour venir et elles sont dans une démarche d'action. Oui. Ok, ça marche. Donc c'est sur la base du volontariat, une demi-journée. Exactement. Et donc voilà, mais je pense que et surtout ce qui fait venir et revenir, enfin sur les aspects peut-être plus fonctionnels et sur les projets tels que self-care, etc., c'est de montrer que tout ça fonctionne et que de travailler ensemble dès le démarrage, ça permet au métier aussi de ne pas penser des choses complètement impossibles. Voilà, l'IT joue son rôle de garde-fou aussi, c'est normal, on attend ça d'eux, mais et voilà, et on se donne du sens mutuellement à nos activités. Nous, c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on travaille en ce moment. Ok, très clair. Il y avait un deuxième axe, je crois que tu voulais expliciter quand on a parlé des vies-ma-vie, de comment on fait pour embarquer. Donc non, les réunions, d'expliquer, donner du sens, donner des chiffres, et puis les vies-ma-vie. Nous, c'est comme ça qu'on travaille en ce moment. Et puis aussi, ce qu'on développe pas mal aussi maintenant, c'est des petits points courts, tu vois, en mode un peu stand-up. Okay. Où on travaille main dans la main, IT métier, pour se dire ok, on en est où, comment on avance, on est transparent s'il y a des alertes, on se le dit, on trouve des solutions ensemble. Ok, voilà, ce côté main dans la main qui est important. Et comment tu vas mesurer finalement l'efficacité de ce projet? Du projet self-care, tu veux le projet que tu as explicité sur le fond, sur la forme, les fonctionnalités self-care, effectivement, et la refonte de la charte graphique. Quels sont les KPI que tu t'es fixés? Sur la partie refonte graphique, il va y avoir un KPI assez clé, c'est celui de la note de notre appli mobile. Parce qu'aujourd'hui, on est, je trouve, injustement mal noté. Donc, je pense que là, ça va venir quand même impacter cette note. Ensuite, sur la partie self-care, ce qu'on va aller mesurer après, c'est nos taux d'effort. Ok, ça marche. Très clair. Alors, sur notre deuxième pilier, pardon. Non, vas-y. Justement, j'allais te parler du conseiller augmenté. Dis-moi tout. Voilà. Donc là, sur le conseiller augmenté, je pense que un de nos objectifs principaux, c'est d'améliorer notre délai de traitement en un temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous fait défaut. Donc, vous l'aurez compris, Aesio Mutuelle, c'est la fusion de plusieurs mutuelles historiques. Et donc, on a un héritage avec lequel ils font composer. Donc, un héritage à la fois de méthodologie de travail, mais aussi un héritage d'outils. Et à l'issue de cette fusion, maintenant, on est confronté à des activités qui sont très, très marquées. Enfin, chacun a son périmètre, si tu veux, d'action. Et on doit composer avec ça. Sauf que le client, lui, il en a un peu rien à faire de nos contraintes d'organisation. Il s'en fiche de savoir quel endroit en France on ne sait pas traiter. Voilà, une autre des anciennes offres historiques, la Aesio Mutuelle. Enfin voilà, tout ça, le client, il n'a pas envie de le subir.
Donc, on est aujourd'hui en train de revoir nos organisations pour gommer ces ruptures de parcours qui s'expliquent par cette historique. Ok. Et donc pour D'où le gommer fait que tu veuilles aller travailler la DMT. oui, enfin la DMT, comment je résolus en un temps, c'est-à-dire comment j'évite les mécaniques de non, ça c'est pas moi, je sais pas faire, il faut que je transmette à un autre collègue. Et non, là dans le nord, enfin je grossis un peu les traits, mais dans le nord je sais pas traiter cette offre, donc je te transfère dans le sud. Voilà, c'est ça qu'on veut éviter de le nombre d'itérations pour résoudre une problématique. Okay. Exactement. Et donc ça, comment ça se matérialise concrètement sur des projets menés à terme cette année. Par exemple, au sein des services de relations clients, on a complètement mutualisé les compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un conseiller de la relation client sait traiter de la même manière un client, quelle que soit sa mutuelle d'origine. Donc ça a été un gros travail de formation, de mutualisation des compétences, mais ça permet d'être beaucoup plus efficace d'un point de vue opérationnel et puis d'un point de vue client surtout. C'est intéressant parce que tu vois, on a eu beaucoup. On a eu quand même plusieurs personnes sur le podcast. Je pense notamment à Sandrine Beltran, à Vanina Poirier, où ils ont décidé, enfin elles, mais eux, des entreprises, on va dire, ces organisations-là, en tout cas, ont décidé de donner finalement comment elle l'avait verbalisé, une primaire, enfin une formation majeure sur une discipline, voilà, que les collaborateurs finalement aient une majeure et les secondaires ensuite, et que finalement les flux étaient adressés en fonction des connaissances majeures des collaborateurs. Par exemple, moi, je suis experte sur, je sais pas, le produit A, et toi, Amélie, tu es experte sur le produit B. Cela n'empêche qu'on a des connaissances réciproques sur ce que chacune on fait, mais on a quand même une majeure de connaissances. Vous, du coup, vous avez choisi finalement de tout uniformiser, ou il y a quand même une majeure? Non, aujourd'hui, côté DRC, on n'a pas de majeure sur la compétence liée à la mutuelle d'origine du client. En revanche, on peut avoir des majeures sur est-ce que je traite plus un adhérent individuel qu'un adhérent du collectif ou qu'une entreprise. Voilà où peuvent s'effectuer, nous, les différences de compétences. Mais en revanche, un client qui était ex-Adrea, qui appelle une conseillère qui était avant ex-EOVI MCD, elle sera le traiter. Et pourquoi c'est très important pour nous, c'est que le résultat de ça, c'est que maintenant, on peut afficher un numéro de téléphone unique pour nos clients, pour le service de relations clients. Ce qu'on ne pouvait pas faire précédemment. Je devais maintenir des numéros et des points de contact différenciés en fonction de la mutuelle d'origine. Ok. Donc déjà, en termes d'effort client, tu vois, c'était pas terrible. Maintenant, j'ai des équipes qui savent tout traiter et je peux afficher un numéro de téléphone unique. Ok. Et du coup, comment tu mesures finalement le ROI de cette action-là, justement sur le Customer Effort Score? Oui, surtout sur notre taux de décroché, parce que finalement, avant, j'étais contraint, tu vois, d'avoir des circuits différenciés. Maintenant, j'ai un circuit unique. Tout le monde sait tout traiter. Et donc, évidemment, notre taux de décroché est gagnant. Ok. Parce qu'avant, je pouvais avoir, par exemple, si j'avais plus de clients ex-EOVI qui appelaient une file plutôt qu'une autre, je créais des écarts types importants. Ok, très clair. Troisième projet. Alors, troisième projet, c'est comment on implique davantage aussi nos équipes dans le business, donc à la fois multi-équipement pour nous, qui sommes la relation client, et surtout la rétention. La rétention, on le sait, c'est aussi le nerf de la guerre. Aujourd'hui, conquérir un client coûte plus cher que de le fidéliser. Si vous en doutez encore, on vous le répète aujourd'hui. Exactement, je pense que je ne dis rien de très original quand je dis ça. Mais toutefois, chez Aesio Mutuel, on était, je pense, une entreprise très orientée sur la conquête et pouvait avoir tendance à se dire, au regard du profil de nos adhérents, que c'était acquis. Sauf que ce qu'on note maintenant, parce qu'on a des adhérents plutôt âgés, en tous les cas sur le périmètre du particulier, ce qu'on note, c'est que maintenant, même les seniors, ils sont captifs à la concurrence. Voilà, des personnes on avait peut-être tendance à se reposer sur nos lauriers en se disant c'est bon, notre portefeuille, il est sécurisé. Voilà, la donne évolue. Donc au regard de ça, c'est comment on remet la rétention au même niveau que nos autres enjeux. Et très concrètement, ce qu'on a pu faire cette année, c'est lancer des campagnes d'appels sortants destinées à nos clients les plus fragiles
Et donc, comment on identifie nos clients les plus fragiles? Très bien, tu devances ma question, vas-y. Grâce à un scoring, voilà, je vous ai parlé aussi de l'importance de la data et de comment on misait sur notre data client pour être plus efficace dans notre plan d'action. Là, c'est vraiment une illustration concrète. On utilise toute notre donnée client et on fait tourner des algorithmes. Et grâce à ça, on est en capacité d'identifier nos clients les plus à risque de résiliation. Et ce sont ces clients-là qu'on va aller appeler en priorité. Voilà, ça permet aussi de mettre nos efforts aux bons endroits, parce qu'on le sait aussi, les appels sortants, ça a un coût. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de se dire que d'entrée de jeu, on va aller cibler les clients les plus à risque de départ. Et alors, qu'est-ce que tu leur dis lors de ces appels? Est-ce que tu les appelles pour faire un peu du cocooning? Est-ce que tu veux leur proposer une offre particulière? Quel est le script finalement? On est véritablement dans une démarche de cocooning sur ce type d'appel. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les clients acceptent de rester en ligne, désamorcent assez vite l'appel en disant qu'on n'est pas dans une logique de démarche commerciale, mais bien une démarche de savoir comment ils vont déjà, parce que c'est important de maintenir le lien, et ensuite d'être dans une démarche aussi d'analyse de leur couverture contractuelle et de vérifier que ça répond toujours à ce dont ils ont besoin. Parfaitement, très clair. Et ces campagnes, elles avaient tendance à être externalisées jusqu'à présent. Voilà, on faisait appel à des partenaires pour effectuer ces campagnes d'appels sortants. Et cette année, on a décidé d'être dans une logique moitié-moitié. Donc, nos équipes internes ont aussi été mobilisées sur ce type d'appels sortants. Et ça n'a pas été trop difficile, justement, d'un point de vue formation, de passer à de l'appel sortant, qui est quand même une autre posture finalement? Alors, c'est vrai que c'est pas l'activité principale historique de nos centres d'appel. Donc, ce qui est important déjà, c'est d'avoir des personnes qui sont volontaires pour le faire. Ouais. Ça, c'est le déjà volontariat, c'est quand même hyper important dans tous les projets qu'on mène. Enfin, ça revient très très souvent de la part des invités. Volontariat plus. Oui, exactement. Parce que si on contraint, de toute façon, on aura moins de chances que ça fonctionne. Donc, point numéro 1, c'est des équipes qui sont volontaires. Et comme on n'est pas dans une logique de prospection dans le dur, on va quand même à la rencontre de nos adhérents, donc des personnes qu'on connaît. On n'est pas dans une démarche commerciale. Les appels se passent assez bien. Le principal enjeu et la principale difficulté qui ressort de ce type d'action, c'est plutôt des sujets de joignabilité de nos adhérents. Et donc ça, c'est un des plans d'action qui va nous occuper en 2024. Parce que nos adhérents, ils manifestent assez volontairement le fait qu'ils aimeraient bien être appelés plus régulièrement. Et on voit d'ailleurs que les adhérents qui ont été appelés ont des niveaux de satisfaction qui sont bien plus importants. Donc on perçoit bien cette exigence de proactivité. Toutefois, quand on les appelle, ils ne répondent pas. Donc voilà, on a juste cette petite incohérence qu'il faut qu'on traite. Et 2024, là, on va avoir vraiment une priorité sur cet aspect joignabilité parce que voilà, on a envie de développer ces appels sortants. Tu penses qu'est-ce que vous allez tester? Est-ce que vous allez d'abord envoyer un email pour dire on aimerait vous appeler? Est-ce que vous avez un moment privilégié ou un SMS, dire envoyez-moi 1 ou 2 si c'est l'après-midi ou le matin, etc. Alors, on teste déjà un peu le SMS en mode c'est votre mutuelle qui essaye de vous appeler, vous pouvez décrocher sans risque. Enfin, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est l'état d'esprit. On n'a pas vu là de grandes différences majeures, donc il faut qu'on se creuse encore un peu la tête. Il y a pas mal d'outils du marché aussi qui promettent de faciliter la vie. Donc on va voir, on va peut-être tester un outil du marché qui va vérifier que la personne est bien joignable avant. Enfin voilà. En tous les cas, c'est une priorité 2024. Très clair. Et là, les KPI que tu vas mesurer, clairement, c'est ta fidélisation. Et là, puis le nombre de comptes que tu arrives à réactiver et à faire sortir de ton scoring client fragile. Oui, c'est surtout de se dire, est-ce que mon appel fait que les clients sont davantage là que ceux que je n'ai pas appelés? Donc, c'est aussi ça qu'on va mesurer, c'est-à-dire l'incrément, tu vois, de taux qu'on sauve. En plus. Vas-y, attends, explicite, s'il te plaît. Je réexplique. On a mis en place, si tu veux, des témoins, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont scorés sur lesquels on ne fait rien, des gens qui sont scorés et qu'on appelle, et donc on va mesurer, in fine, si l'appel a bien un impact sur notre taux de rétention. Ok, très clair. J'ai compris. Donc du coup, dis-moi tout sur ton 4e pilier qui est le pilotage par la data client.
Alors, sur ce pilier, vraiment, notre objectif, c'est de remettre la voix du client au cœur de nos processus de décision. Voilà, c'est important pour nous que, au sein de l'entreprise, les décisions qui soient prises ne soient pas déconnectées de la réalité de nos adhérents. Donc, le principal sujet qu'on a travaillé cette année, c'est vraiment de rendre notre dispositif de mesure encore plus robuste. Jusqu'à présent, nous avions baromètre de satisfaction annuel sur nos différentes cibles. Ça nous apportait beaucoup de matières premières, mais toutefois, on s'est dit que c'était important d'aller mieux comprendre la réalité de nos adhérents, parcours par parcours. Donc, on a développé des mesures à chaud, à l'issue de nos parcours de souscription, de remboursement, de souscription de contrat et de réclamation de niveau 2. On s'est dit voilà que c'était indispensable de multiplier les sondes quelque part pour prendre la température autrement qu'une fois par an. Carrément. Alors j'ai noté souscription, remboursement, réclat de niveau 2 et tu m'as dit souscription et modification de contrat. Ah, modification de contrat, c'est ça. Donc c'est les 4 finalement pins que tu as pour aller mesurer à chaud. Voilà, tu l'as fait sur un persona en particulier ou sur tous? Non, on s'adresse à l'ensemble de notre portefeuille dans le cadre de ces enquêtes. Très clair. Et voilà, pour nous, c'est important de se dire, j'ai une prise de température annuelle qui vraiment va nous nourrir sur la relation avec Aesio dans son entièreté, et ces sondes intermédiaires qui vont nous donner plus d'informations sur la qualité des transactions, alors pas nécessairement commerciales, mais la qualité des transactions qui sont menées dans la vie du contrat. Donc ça, on a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Et de la même manière, on a aussi testé un outil d'analyse sémantique parce que nos clients, ils s'expriment beaucoup, ils nous écrivent beaucoup de verbatim et donc on avait plus de mal évidemment à exploiter cette matière première. Donc on a également travaillé sur un test avec un partenaire pour aller mieux comprendre et mieux qualifier nos verbatim clients. Et qu'est-ce que ça donne ce test jusqu'ici? Alors, non, t'en es pas contente du tout. Alors, c'est une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe. En revanche, on pense qu'on peut faire mieux. Voilà. Okay. Donc, on va continuer à creuser. On est assez convaincus du fait qu'il faut qu'on exploite ces verbatim. On pense qu'on peut faire mieux en termes d'outils utilisés. Ok, c'est l'outil qui pose problème. C'est pour savoir s'il y avait quand on veut mettre en place un outil d'analyse sémantique, finalement, est-ce qu'il y a des checkpoints à faire avant d'aller faire ça? C'est pour nos auditeurs, tu vois, pour qu'ils se disent, parce que moi, c'est quelque chose que je recommande beaucoup, tu vois, même dans la formation en ligne que j'ai, ça, j'en parle de l'analyse sémantique. Mais si tu as des clés de succès à partager ou en tout cas ton retour d'expérience et si il y a des choses que tu aurais fait différemment maintenant que tu as fait un premier POC, n'hésite pas vraiment, ça a beaucoup de valeur pour les auditeurs. Moi, je pense que ce qui est important dans l'analyse sémantique, c'est que souvent on a tendance à préqualifier nos catégories. Tu vois, avant de faire tourner les verbatim, et on fait rentrer les verbatim dans des catégories qu'on a prépensées quelque part. Mais souvent, quand on a prépensé, on est influencé par nos process. Et donc, on va dire, non, mais là, le client, il va nous parler de délai d'attente, joignabilité. Mais tu vois, quelque part, on pense pour lui et puis on vient rentrer les verbatim dans les cases qu'on a pensées en amont. Je pense que ce qui est intéressant de faire, c'est finalement analyser les verbatim et faire émerger les catégories de ces verbatim. Et je pense qu'il y aurait beaucoup plus de valeur à le travailler comme ça parce que les catégories elles-mêmes seraient celles de la voix du client directement. Ouais, totalement, je suis d'accord avec toi. Et puis, il y a des outils qui permettent d'aller pré-identifier justement ces catégories et commencer à regrouper. Alors, ça peut faire des erreurs, mais qui pourraient avoir en fait, ne pas agir de façon proactive sur la catégorisation de la sémantique que tu vas récolter. Ok, très clair, hyper intéressant, merci. Donc maintenant, aujourd'hui, on a ce dispositif de mesure qui est vraiment très robuste. Et la prochaine étape, ça va être de se dire, ok, maintenant j'ai beaucoup de matières premières et comment je l'exploite vraiment bien, notamment dans des logiques d'amélioration continue. Voilà. Aujourd'hui, de se dire, c'est que toute cette matière qu'on récupère, il faut qu'elle alimente certes des projets moyen, long terme, mais aussi des actions de quick win, d'amélioration continue. Et ça, il faut qu'on s'améliore là-dessus, et notamment pour mieux prioriser aussi nos actions. Et comment tu fais pour mesurer finalement la robustesse de ton dispositif voix du client? Alors,
je déclare peut-être qu'il est robuste. Je sous-signais. Voilà, je sous-signais et j'auto-déclare qu'il est robuste parce que pour moi, voilà, il vient mesurer tout ce qu'on a envie de mesurer à tous les moments où on a envie de mesurer. Et il est à la fois sur du froid, sur du chaud. Et voilà, on a aussi, voilà, un dispositif qui est complémentaire. Ok, très clair. Merci beaucoup. Très bien. Et alors finalement, alors on a parlé de 4 projets, finalement, un par pilier de ce projet global de transformation chez Aesio Mutuel. Quels sont les apprentissages que tu en tires? Alors, déjà peut-être avant de rentrer dans les apprentissages, valoriser quelques résultats. Oui. Alors déjà sur notre taux de satisfaction, là on a gagné 6 points en un an, donc celui qu'on mesure grâce à notre baromètre annuel. Donc on est plutôt satisfait de cette performance. On a gagné 6 points sur le marché de l'individuel. En termes de taux de décroché aussi, on a vraiment beaucoup progressé. On a gagné plus de 10 points sur notre taux de décroché. Ce qui nous permet maintenant de se dire qu'est-ce qu'on veut, comment on va aller encore plus loin, et donc au-delà de décrocher, comment je décroche plus vite. Ça c'est le prochain indicateur qu'on va suivre avec attention sur notre taux de décroché en moins d'1 minute. Et puis un autre élément aussi que je trouve intéressant, je vous ai pas parlé de ce projet, mais au sein de la mutuelle, on a un moment clé qui est celui du renouvellement en fin d'année. C'est le moment où tous nos adhérents vont recevoir leurs avis d'échéance. Et c'est aussi un moment où toute la mutuelle tremble parce que voilà, ça génère beaucoup de visites en agence, beaucoup d'appels. Et voilà, on a un véritable phénomène de pic. Et l'année dernière, avec mes équipes, on a travaillé à tout un programme d'accompagnement client pour se dire comment je fais pour minimiser les appels pas très utiles, c'est-à-dire notamment des appels « quand est-ce que je vais recevoir ma carte d'adhérent ?» Ça, c'est pas très utile. Donc, on a déployé tout un plan d'action. Et sur la fin d'année dernière, on a pu noter que tout ce plan d'action avait permis de réduire le nombre d'appels de 30%. 30% sur la période de pic. Ouais, voilà. Et du coup, ça nous a vraiment laissé la place pour traiter des appels importants du type insatisfaction tarifaire, notamment. Ok, très clair. Donc voilà quelques résultats. Sur les apprentissages, je pense qu'avec ma direction, on a assez vite compris que c'était un métier dans lequel il fallait beaucoup d'endurance, beaucoup d'énergie, parce que voilà, on doit en permanence embarquer beaucoup de monde avec nous, parce qu'en fait, on fait rien seul. C'est vraiment un jeu collectif. Et donc voilà, pour embarquer tout le monde et faire adhérer, voilà, on a besoin beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance. Donc ça, c'est un des premiers apprentissages, c'est qu'il faut rester faut être résilient, faut être ancré et puis pouvoir embarquer autour de soi finalement et créer une émulation dans l'entreprise. Et je vois très bien. Et en fait, la structure qu'on évoquait au début de ce podcast, là, avec nos 4 piliers, etc., mais ça nous permet aussi de maintenir cette énergie et cette endurance parce que on sait pourquoi on fait les choses et on est cohérent. Voilà. Je pense qu'aussi cette cohérence, elle nous aide à être énergique et endurant. Je pense que un des autres apprentissages, on en a aussi beaucoup parlé, c'est de croire profondément au jeu collectif. Et tout ça, l'autre apprentissage qu'on en tire aussi, c'est que on a un devoir d'acculturation. Je pense aussi au sein de ma direction, de mieux faire connaître qui sont nos clients, de diffuser cette connaissance client que nous on peut avoir. C'est voilà, on a ce devoir de diffusion. Parce que c'est pas le tout de se dire il faut que tout le monde soit orienté client, il faut déployer la culture client, etc. Il faut que nous aussi, voilà, on respecte ce devoir de diffusion et d'information et d'acculturation. Donc ça, c'est un autre de nos apprentissages. Et puis globalement, on fait quand même un métier au temps long. Donc je pense qu'il faut pas se décourager quand on ne voit pas nécessairement des indicateurs bouger à la minute. Ça rejoint l'endurance que je mentionnais avant. Mais voilà, c'est aussi accepter que parfois, tout ce qu'on fait n'est pas de l'impact immédiatement. C'est vrai. Tu fais bien de le préciser et je pense que ça envoie beaucoup d'énergie, tu vois, à celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent, punaise, ça fait 2 ans que je leur explique que le client, c'est important, ils ont toujours pas compris, gna gna. Et oui. Et alors, Amélie, quelles sont les prochaines étapes pour toi? Alors, les prochaines étapes, elles sont
intense et dense. On a une feuille de route qui est relativement ambitieuse. Là, j'ai pu vous parler de quelques-unes de nos réalisations sur cette année, mais la roadmap, elle est encore bien chargée avec de beaux projets ambitieux sur nos parcours clients, sur notre conseiller augmenté, enfin sur l'ensemble des piliers. Il faut aussi qu'on donne la priorité, j'en parlais un peu quand on parlait de la data, sur notre plan d'action d'amélioration continue. Et voilà, comment toute cette matière première qu'on récolte via notre système de mesure, on traduit tous ces inputs, plan d'action d'amélioration continue. Il faut également qu'on soit en capacité d'être plus transparent sur les engagements qu'on peut prendre vis-à-vis de nos clients. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore un peu tendance à communiquer dans les meilleurs délais que possible, aussi vite que possible. Voilà, qu'on soit plus clair sur les engagements qu'on peut prendre vis-à-vis de nos clients. Et ça, c'est un travail qu'il faut qu'on mène en collectif aussi avec les autres parties prenantes de la mutuelle qui sont en lien avec nos adhérents. Il faut qu'on continue à accélérer sur la rétention. Je l'ai dit aussi, il faut vraiment que la rétention soit au même niveau stratégique que la conquête, que le multi-équipement. Donc, on va continuer tous nos efforts sur la rétention. Et puis, il faut aussi qu'on continue à vraiment co-construire avec nos équipes et notamment nos équipes opérationnelles. Voilà, qu'on les inclue bien dans toute la définition de ce plan projet, qu'on les embarque dans notre dynamique de transformation. Et enfin, qu'on se donne aussi les moyens de nos ambitions, parce que c'est pas le tout d'avoir une superbe roadmap bien formalisée sur des slides. C'est aussi comment on donne une réalité à tout ce qu'on s'est dit qu'on allait faire et comment aussi on va continuer à miser sur l'outillage de nos équipes, sur la formation, la montée en compétences. Enfin, voilà, il faut aussi qu'on se donne les moyens de nos ambitions. Très clair. Et est-ce que vous vous êtes fixé un objectif, on va dire, global pour l'entreprise? Il y a beaucoup d'invités, tu vois, qui matérialisent finalement l'atteinte de leur objectif par le fait d'obtenir une palme, un trophée, ou toi, qui ont un peu un leitmotiv de départ quand ils débutent ce projet de transformation. Quel serait le tien? Alors le nôtre, c'est de remonter à minima on va se dire, dans le top 5 des mutuelles santé en termes de satisfaction client. D'accord. Et vous êtes tous calqués sur le NPS pour vous comparer? Aujourd'hui, c'est l'indicateur qu'on utilise, oui, pour se comparer. D'accord, ok, très clair. Très bien, Amélie. Eh ben, merci pour tous ces partages. Et j'avais une question qui m'était venue aussi. C'est par pilier, combien est-ce que vous avez environ? Tu vois, parce que finalement, combien vous avez de projets par pilier? Parce que là, on en a abordé un pour chacun des piliers. Est-ce que tu peux nous dire environ dans les grandes masses, combien vous avez de projets par pilier? Je ne les ai pas comptés. Plusieurs dizaines, une dizaine, entre 5 et 10, entre 1 et... Sur les parcours, je dirais que là, on va pas être loin d'une dizaine, je pense. Sur le conseiller augmenté, là, c'est un objectif qu'on se fixe et qu'on va décliner après plutôt en évolution de procédure de traitement, de consignes opérationnelles. Et puis après, on a quand même quelques projets techno, je dirais 5-6 peut-être. D'accord. Sur la rétention, on a beaucoup de choses encore à cadrer et à construire. Donc là, j'aurais plus de difficultés à te donner un nombre exact. Et sur la data, je pense qu'on va être aussi aux alentours de 5-6. Voilà, gros projet. Après, l'idée, encore une fois, c'est ce que je disais, comme on peut être tenté par la dispersion dans nos métiers, je préfère, en tous les cas, au sein de notre direction, on sera plus satisfait si on exécute l'ensemble de nos engagements que d'en avoir trop qui resteraient non finalisés. Oui, je comprends. Ok, très clair. Ouais, c'était pour ma connaissance, pour me rendre compte un petit peu. Merci beaucoup, Amélie, en tout cas, pour tous ces partages. Tu le sais, on arrive à la fin de l'épisode maintenant, et donc aux fameuses 3 questions de clôture de l'épisode. Moi, j'aimerais bien que tu me racontes quelle est ta meilleure expérience client, Amélie, s'il te plaît. Je me suis creusé la tête parce que on trouve plus facilement, mais ça c'est le drame peut-être français, mais on trouve plus facilement ce qui ne va pas que ce qui va bien. Et je l'ai trouvée. Elle est pas toute récente. C'était finalement quand j'ai fêté mes 20 ans, j'ai voulu m'acheter un beau bijou pour marquer le coup. Et je suis rentrée dans une très belle bijouterie. Le monsieur était gémologue de formation, donc c'était vraiment, il connaissait très bien les pierres. Et moi, j'arrivais du haut de mes 20 ans avec des bagues très fantaisie au doigt, et je me suis dit,
je suis pas à ma place, comment va se passer cet achat. Et finalement, ce bijoutier, je trouve qu'il a fait preuve de considération. Et je pense que c'est le mot que je vais retenir et qui explique le fait que ce soit une super expérience client, c'est que ce monsieur, finalement, eh bien, il m'a considéré, il m'a fait essayer les bagues que je voulais. Et quand j'ai choisi celle que je souhaitais, il m'a dit, c'est important que cette bague, elle vous plaise longtemps. Et il m'a donné l'opportunité de l'essayer, en fait, de vivre avec pendant 1 mois, et en me disant, mais si vous vous rendez compte que finalement cette bague ne vous convient pas, vous aurez le droit de la ramener et de trouver celle qui vous convient. Waouh, 1 Et mois, donc, c'est long en plus, hein. Ouais, c'est long. Et donc voilà, cette bijouterie, elle était à Reims. Donc voilà, il m'a donné confiance. Et du coup, j'y suis retournée pour acheter mes alliances quelques années plus tard. Génial, c'est une belle histoire. Et à l'inverse, Amélie, c'est quoi ta pire expérience client? Alors ma pire expérience client. Ah, ça va du tac au tac là, dis donc. Non mais j'ai réfléchi aussi. Et je pense que ce qui la caractérise, c'est le fait qu'il y a eu de la désillusion et de la déception. Voilà, donc tu vois, sur ma meilleure expérience client, c'était considération, confiance. Ma pire expérience client, ce qui la résume, c'est désillusion, déception. Donc je t'en dis plus. J'arrive dans une parfumerie, très décidée à acheter maquillage. Tu vois, je voulais renouveler tout mon stock maquillage. Donc j'étais vraiment vraiment motivée. Et donc là, j'ai affaire à une conseillère qui fait d'ailleurs plutôt bien son job, qui me vante un certain nombre de produits. Et donc au moment où je dis ok, banco, j'écoute votre conseil. Là, tout ce qu'elle m'avait montré n'était pas en stock. Donc c'était présent sur tous les, tu vois, en mode échantillon, etc., en mode testeur, on pouvait tout voir. Et quand elle ouvre ses tiroirs, là il n'y avait plus rien en stock. Et donc là j'étais hyper déçue et je me suis dit mais pourquoi laisse-t-on finalement les produits à tester alors qu'ils ne sont plus vendables? Ça m'avait beaucoup énervée. Ah, c'est une sacrée question, ça, oui, parce que ça arrive quand même. Oui, ils laissent toujours les testeurs. Exactement, mais sauf que après, toi, t'es toute contente, tu te dis, super, j'ai trouvé le rouge à lèvres que je cherchais depuis des mois, et là, on te dit, ah non, en fait, il n'est pas disponible. Oui, et puis c'est compliqué sur un rouge à lèvres. Moi, tu vois, je l'ai déjà eu, genre sur un fluide ou oui, c'était ça, c'était genre la base Chanel, tu sais, pour bref avoir un peu plus de glow, machin. Et du coup, elle me l'avait commandé sur le site comme elle ne l'avait plus, et elle m'avait mis un peu d'échantillon dans une petite boîte pour que du coup je puisse l'utiliser pendant une semaine parce que j'avais un shooting ou un tournage, je sais pas quoi, et donc je voulais absolument ma base brillante Chanel, tu vois. Et du coup, elle avait fait ça, mais sur un rouge à lèvres, c'est plus compliqué, oui. Oui, puis enfin ça c'était il y a quelques années aussi, donc je pense qu'on avait moins pas ces sujets voilà d'omnicanal où la personne te disait attendez, je vais vous commander le produit, etc. Mais moi là, tu vois, je m'imaginais partir avec mon petit sac rempli de mes nouvelles acquisitions. Et le problème c'est que ça n'a pas été sur un seul produit, ça a été sur plusieurs. Et donc je me suis dit mais pourquoi on persévère à mettre des choses en exposition qui ne sont plus en stock. Ouais, je comprends. Donc voilà, donc meilleure expérience, considération, confiance, pire expérience, désillusion et déception. Très clair. Et alors Amélie, qui est-ce que tu aimerais entendre parler de relations clients sur ce podcast? Alors pour cette question, j'ai réfléchi moins longtemps que pour les 2 précédentes et moi j'aimerais bien qu'on écoute Eric Pouès, qui est directeur de la relation client au sein du groupe Pierre et Vacances et Center Park. Oui. Très clair. Eh ben, écoute, je crois que c'est la 2e fois en plus. J'ai peut-être déjà dû contacter Eric. Eric, je sais pas si tu écoutes ce podcast, mais oui, je crois que c'est la 2e fois qu'on te recommande, Eric. Ouais. Donc, je l'avais informé, que je dirais son nom. Ok, ça marche. Du coup, je lui réécrirai, mais je crois me souvenir que c'est la 2e fois. Et effectivement, tu as raison. Surtout que je trouve que c'est un secteur qu'on n'a pas encore trop représenté sur le podcast. Donc, ça m'intéresse d'avoir son feedback. Et je crois savoir qu'en plus, il est arrivé à un moment très important dans le groupe et où du coup il avait un sacré challenge à relever. Voilà, et lui aussi il aime bien la structure. Parfait, on adore les gens structurés. Eh ben écoute, merci beaucoup Amélie pour ton temps, c'était super chouette d'échanger avec toi. J'espère que tu as passé un bon moment et on se retrouve dans l'épisode Coup de Boost qui va sortir du coup un petit peu en décalé par rapport à cet épisode-là, mais aussi l'épisode et la conversation avec Amélie vous a plu. Rassurez-vous, il y a un 2e volet qui arrive et qui s'appelle le Coup de Boost. Merci beaucoup Amélie et puis à très vite. Oui, merci Marine, à très vite.
Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast. Puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.